Eh bien écoutez, bonjour Thomas Le Boucher et Grégoire Pierson. C'est la première fois que je vais faire un podcast où j'ai deux interviewés. J'espère que j'aurai pas de problème parce qu'il y a déjà plusieurs avocats qui m'ont demandé de le faire avec le mentor et le poulain, avec l'associé et l'autre associé. J'ai toujours dit non, mais vous, je vous aime bien. Et donc j'ai voulu faire une petite exception pour commencer. Et d'ailleurs, les autres suivront derrière parce que si ça marche et si c'est attrayant et qu'on a autant d'écoutes, voire même plus d'écoutes que sur les autres podcasts, eh ben on continuera évidemment à le faire. Alors nous, on s'est rencontrés d'une façon un peu particulière, c'est qu'on s'est rencontrés dans le cadre de la société que j'ai créée. On a bossé ensemble et je vous ai trouvé ultra smart. On a eu la chance de pouvoir continuer à bosser ensemble et je suis ravi aujourd'hui que vous puissiez passer sur le podcast Anomia. Donc concrètement, on va commencer par des choses simples. Thomas Les Boucher, qui es-tu ? Bonjour Valentin, merci déjà de nous accueillir. On est super content avec Grégoire d'être là, on est super honoré parce que comme on te l'avait dit, on passe après certains sommités dans notre domaine et donc on a un peu hésité à accepter avant de venir ici, mais on est ravis. Alors nous avec Grégoire, on a un parcours qui est commun depuis notre dernière année de Master 2. On s'est rencontrés à Dijon, dans le Master, dans l'ex-DSS Causian, où on a avec Vabre, c'est ça ? Avec Régis Vabre qui commençait à enseigner, avec Jean-Pierre Casimir, Marcel Chatefaux également. Des gens très bien. Et surtout, notre premier mentor commun avec Grégoire, qui est Arnaud Moren, qui nous a fait confiance puisqu'il nous a accueillis en stage chez Fidal, dans l'équipe TVA, à Paris. Et stage qui s'est poursuivi par une collaboration pour l'un et l'autre, avec la chance qu'on a eue de faire un parcours salarié à l'ESB. Donc ça, c'est un parcours qui, il nous semble, n'existe plus, je crois. C'est-à-dire qu'on avait des cours du soir à l'ESB et on pouvait être déjà impliqué sur les dossiers en tant que juriste et avant de prêter serment. Donc ça, c'est une vraie chance qu'on a eue. Alors si je raconte, je te coupe 2 secondes, si je raconte pas de bêtises, je crois aujourd'hui que ça s'appelle le parcours alternance et qu'en gros il y a des aménagements de cours qui sont opérés, mais peut-être que ça se passe pas de la même manière. Ça existe encore à l'EDAC, je crois, maintenant. À l'EDAC, surtout okay. Principalement à l'EDAC, il y en a encore effectivement dans les cabinets, donc ça existe encore. Ok, très clair. Donc il y avait quelques cabinets qui autorisaient ce type de fonctionnement. C'est assez lourd parce que ça veut dire qu'on restait toute la journée en cabinet en traitant les dossiers. Et on s'éclipsait vers 18h pour aller à Issy-les-Moulineaux et assister aux cours durant la période de 6 mois. Et ensuite, la période de PPI et de stage final était réalisée dans le cabinet, ce qui nous permettait d'avoir directement un pied à l'étrier. En gros, on a gagné 2 ans dans notre cursus parce qu'ensuite, on a été embauchés l'un et l'autre. Je ne sais pas si Grégoire a quelque chose à ajouter là-dessus. Effectivement, c'était une chance d'avoir ce parcours salarié parce que. Mais Grégoire, t'es qui ? Dis-moi qui t'es. Oui, Les auditeurs ne te connaissent pas tous. Je sais que t'es une star de la TVA, mais tu vois, tout le monde te connaît. Grégoire Pierson, je suis du coup l'associé de Thomas que j'ai rencontré du coup en Master 2, comme il l'a dit. On a continué à suivre du coup chez Fidal sous la direction d'Arnaud Moren pendant plusieurs années. Et effectivement, on a fait ce parcours un petit peu en décalé de salariés, pas aux mêmes années, mais c'était très intéressant pour nous parce que quand on a prêté serment, on avait déjà valorisé 2 ans d'ancienneté dans les cabinets d'avocats. Donc par rapport à des copains qui étaient à la fac en même temps que nous, c'est comme si on avait gagné 2 ans de maturité, de rémunération, d'ancienneté dans le cabinet et aussi des réflexes. Donc ça nous a permis aussi, quand on a prêté serment, d'avoir déjà un statut dans l'entreprise qui était un petit peu au-dessus de celui de nos copains qui rejoignaient seulement les premières collaborations. Très clair. J'ai une question que je me pose, peut-être qu'il y a d'autres auditeurs qui se la posent, ou peut-être qu'ils ne sont pas aussi cons que moi et qui ne se la posent pas. Pourquoi vous avez choisi la TVA ? Parce que moi, je me souviens de mon Master 1 avec Frédéric Durand, que je n'aimais pas du tout d'ailleurs, qui était un avocat fiscal, enfin un avocat fiscalité, un prof en fiscalité, un maître de conférence en fiscalité, et qui nous avait pris un semestre sur la TVA. Je trouvais ça horrible. Quand je discute avec des fiscalistes qui n'ont pas pour matière principale la TVA, ils me disent pas la même chose parce qu'ils sont plus polis que ce que je suis, mais en tout cas, ils ont une peur ou une aversion pour cette matière. Comment vous vous êtes dit, banco, on va faire de la TVA ? Alors, moi, j'ai aussi eu Frédéric Durand. Ah merde. Oui. À la fac, mais j'ai pas choisi le Master 2 pour ça, mais c'est d'ailleurs lui qui m'a conseillé d'aller à Dijon, à faire le Master de Dijon. À Dijon, le Master, il est généraliste, on fait de la fiscalité partout, mais je pense que je te laisserai préciser. Moi, j'ai trouvé que la TVA était une matière qui était entre la fiscalité et le juridique, qui avait des raisonnements qui étaient assez mathématiques. Il y avait un peu un ensemble de choses qu'il fallait imbriquer. J'aimais bien cette logique-là. On nous a donné l'opportunité de faire un stage. On s'est pas dit, je pense, que c'était la voie toute tracée, qu'on allait faire ça toute notre vie, mais finalement, en cabinet, on a trouvé que c'était sympa, trouvé que les sujets étaient intéressants, qu'il y avait une dimension internationale, que c'était à la fois, il y avait des sujets de technologie, on en reviendra après, qui est un peu un côté qu'on trouvait appréciable. Donc on est resté dans ce domaine, on n'a fait que ça pour l'instant.
Ouais, là, tu as la version politique, du coup, moi, j'ai beaucoup plus. Non, j'ai envie de dire aussi par pure opportunité, quoi. Parce que, et on en parlait avec Grégoire, la vie d'un étudiant en droit, c'est une suite d'enchaînements, en fait. Et c'est vrai que parfois, on a des parcours classiques un peu qui se dessinent. On va faire du corpo M&A, on va faire du tax M&A. Nous, par notre parcours, notamment la présence d'Arnaud Moren, qui était une des sommités en TVA dans notre master, qui nous a fait tout le parcours en TVA, il nous a donné envie de découvrir la matière et de mettre un pied dedans. Si, objectivement, si ça avait été un avocat en prix de transfert qui nous avait aiguillé pendant des années, peut-être qu'on aurait pris un autre choix, mais c'est vrai que en fait, on a eu ce déclic, on est arrivé à Dijon l'un et l'autre, on a eu Arnaud qui nous a fait apprendre la TVA, et on s'est dit, top, moi avant, en M1 à SAS, j'avais quasiment pas fait de TVA, c'est un point qui est un peu traité en deuxième semestre, et donc ça nous a permis de rentrer dans le truc, et après, c'est un secteur dans lequel il y a du travail, et après, on a eu la proposition de collab, etc., donc on s'est même pu poser la question de savoir si c'était intéressant de voir, faut remettre les choses dans son contexte aussi. Quand tu sors de la fac, t'as tout le monde qui a la pression pour avoir un stage, pour avoir une collab, etc. Ici, quand tu as une voie toute tracée où tu te dis, tu peux évoluer dans les principaux cas d'affaires de la place, c'est aussi une belle opportunité qu'on a su saisir. Et après, on est devenu un peu des geeks de la télé. On s'est dit, tant qu'on est dedans, maintenant, on va y aller à fond, quoi. Ok, c'est clair. Donc finalement, vous allez tous les deux en stage chez Fidal avec Arnaud Morel. C'est une vraie volonté de vous suivre ou c'est un hasard ? C'est un hasard. Il y a pas mal de gens de la promo qui sont allés dans le cabinet parce que je pense qu'on était une année on a apprécié la TVA, mais on s'est suivi un peu de façon distincte. Je suis arrivé en premier, je suis devenu collab un petit peu avant toi, et 6 mois après, t'es arrivé en stage et t'es devenu, je crois, aussi collaborateur en juin. Exactement. Donc on arrive chez Fidal, on est rentré en parcours salarié. Après, on a eu l'événement qui a un peu animé la vie. La place de Paris, KPMG Fidal. La place de Paris. Donc c'est vrai que moi j'ai commencé mon parcours salarié en septembre 2018, et en janvier 2019 on a démissionné pour rejoindre KPMG Avocat, entité qui se crée. Donc juste pour la petite histoire, juste pour ceux qui ne seraient pas informés, historiquement Fidal réalisait l'assistance de KPMG en France, puisque KPMG était le seul big à ne pas avoir de cabinet d'avocats en interne. Pour des raisons qui leur sont propres, ils ont voulu mettre fin à cet accord-là, et il s'avère qu'il y a beaucoup d'avocats d'affaires qui bossaient pour KPMG historiquement, qu'on rejoint et qu'on crée KPMG Avocat. Et donc nous, avec quasiment toute notre équipe, on a été invités à rejoindre l'aventure. Donc c'était une super opportunité aussi. On a vécu un truc de dingue qui arrive une fois dans la vie sur la place parisienne, c'est-à-dire créer un cabinet from scratch, adosser un big avec 150 avocats, avec un réseau qui te donne des dossiers tous les jours, avec l'esprit startup où quand tu commences, en fait, tu crées vraiment une structure de rien, et c'était une expérience incroyable. Mais ce qui a été fou, et si je ne me trompe pas, et vous allez me dire si c'est le cas, c'est que du jour au lendemain, sans réelle information de Fidal, il y a 150 bonhommes qui ne se sont pas pointés au cabinet avec une émission qui a été mise en place, mais en gros, le bureau qui est tout un étage qui était quasiment vide, quoi. Nous, on est parti avec presque toute notre équipe. Il y a 5 personnes qui sont restées dans une équipe de 30 personnes. L'équipe TVA, c'était à peu près ça. Il y a 5 personnes qui sont restées. Donc, effectivement, ça a été un vrai événement dans la tour, puisque il y avait plus de 100 personnes qui avaient décidé de poser leur démission le même jour. Donc, effectivement, c'était un peu particulier comme ambiance, y compris pour ceux qui restaient et y compris pour ceux qui suivaient pour partir là-bas. Mais comment ça se fait, je ne sais pas si vous n'avez pas le droit de trahir le secret, un truc comme ça, mais vous avez été un jour mis dans le secret des dieux, en gros, où vos partenaires vous ont dit, nous en fait on se casse, on va créer KPMG Avocat, et en fait il ne faut rien dire, et puis on va se barrer tous en même temps un jour donné. Parce qu'il n'y a pas 100 lettres de démission qui arrivent sur un bureau le jeudi en mode on a tous décidé de façon complètement asynchrone de pouvoir poser notre dème aujourd'hui. En fait, sans trahir de secret, on a été prévenus assez tardivement en tant que très junior, et nos associés respectifs nous ont dit je t'informe que je pars, est-ce que tu veux me suivre, sachant que toute l'équipe part et qu'on n'était pas en partner track chez Fidal, on avait le choix de rester ou de partir ailleurs, mais donc on nous a donné l'opportunité de partir assez tardivement, de se dire si tu veux nous guider, ça se passe comme ça, si tu veux nous suivre et quitter Fidal, ça se passe comme ça.
Et donc, on a pris la décision de rejoindre l'aventure, quoi. Et c'était cool. Très clair. Et du coup, quand vous arrivez le 2 janvier, ou je sais pas quand vous arrivez chez KPMG, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y a rien à la base. Surtout, on est arrivé comme on était des jeunes qui venaient de démissionner, on avait des préavis réduits par rapport aux avocats plus anciens. Donc, on est arrivé avant tout le monde avec quelques associés qui sont arrivés en même temps que nous. Et donc, il y avait un système où on avait des étages gigantesques, on était 4 ou 5 dedans. Et l'équipe TVA, c'était 4 bonhommes dans un coin de bureau, alors qu'on écrivait pour le réseau comme quoi on était une grosse équipe bien constituée. En fait, on était 4, un associé et 3 collaborateurs un peu juniors, quoi. Donc ça a été un petit peu folklorique, mais on a beaucoup appris pendant cette période-là. Aussi, on a été très autonome parce que il y avait peut-être moins la structuration qu'on a eue après dans un big bien établi, avec un système, une vraie pyramide avec de la hiérarchie, etc. À ce moment-là, on était très autonome parce qu'on avait le client en face, on avait le réseau en face. Il fallait délivrer, quoi. Enfin, donc, on a appris à délivrer, à bosser dans des... Enfin, nous, c'est vrai qu'on parle du jeu des préavis, comme le dit Grégoire, on est arrivé quasiment en premier. Nous, on avait un partenaire qui était sur place, qui était arrivé encore avant. Et en fait, tu te retrouves un peu dans la lessiveuse, quoi. Enfin, quand on call avec les Allemands ou les Anglais, tu as ton partenaire qui fait « Ouais, the KPMG va team est prête pour faire la mission ». Tu dis « Ok, on est deux en fait ». Et je sais que c'est moi qui vais bosser tout le week-end pour drafter le mémo. Donc, ouais, c'était à la fois pour nous en tant que jeunes que pour nos partenaires aussi, qui avaient quitté un confort quand même établi chez Final. C'était un peu un grand chamboulement, mais en termes d'expérience, c'est juste incroyable, quoi. De créer une structure, d'avoir un cabinet qui fait, enfin, je veux dire, on est arrivé en 2019, on devait être avec les jeux des différentes types, enfin, entre KPMG SA et KPMG Avocat, on devait être 150-200. Et là, je crois qu'ils sont plus de 500, quoi. Donc, tu vis une croissance folle, aussi bien sur le plan des effectifs que sur le plan du chiffre d'affaires. C'est assez grisant comme situation. Donc, c'est vrai qu'on a quand même bavé parce que tu as quand même une sorte de vitesse de croisière. Pour la taille critique de KPMG Avocat, c'était pas 150 personnes parce que quand tu es adossé au premier cabinet d'audit de France, nécessairement, il faut que tu arrives très vite à monter à 4, 500, 600 personnes pour en fait pouvoir absorber la quantité de travail qu'on peut te demander. Donc pendant des mois et des mois et des mois, et enfin les premières années, on a quand même pas mal bossé, mais ça te permet de gagner en expérience comme nulle part ailleurs parce que tu es impliqué sur les dossiers, tu traites les plus beaux deals ou les plus beaux dossiers de la place sur ces problématiques-là, et c'était super. En tant que jeune, c'était génial, quoi. Non, mais c'est vrai que ça doit être assez incroyable. Comment ça se passe? Combien de temps vous restez déjà chez KPMG et comment se passe votre évolution au sein du cabinet? On est resté, je pense, en tout 2 ans chez Fidal, 4 ans chez KPMG environ. Ouais. On a évolué, c'est très, comme je disais, c'est très hiérarchisé quand même. KPMG, ils ont repris des modèles qui existaient déjà chez KPMG, donc chez les auditeurs ou chez les commissaires aux comptes, ou chez les concurrents qui sont Deloitte, etc., EY et PwC. Et donc c'est très structuré. Par année, on monte de grade et au bout d'un moment, il y a des questions où il faut que les associés acceptent de nous faire monter. Moi, je suis arrivé jusqu'à manager, donc, qui était un grade de 5 ans, 6 ans d'expérience. Un grade où on devient un peu autonome, on commence aussi un petit peu à manager, enfin beaucoup plus manager, à gérer ses propres dossiers. Et c'est aussi là où on s'est rendu compte que c'était des choses qu'on appréciait de faire, d'être en contact client, de tenir notre dossier en autonomie. Et c'est aussi, je pense, c'est aussi la période de grossissement de KPMG nous aura permis de devenir plus autonome et donc d'arriver plus rapidement à ces postes où on manage et on tient vraiment la relation client. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Pareil, moi je suis parti en tant que supervisor, donc c'est les grades à un an près avec Grégoire auquel j'étais, avec cette évolution qui peut être rassurante pour certains, irritante pour d'autres, qui est très linéaire dans les billes. Faut quand même toi, j'ai l'impression que c'est irritant. En même temps, si on s'est aussi installé, c'est parce qu'on avait une autre vision de notre profession, de la vision qu'on voulait avoir à titre personnel. Mais non, mais c'est vrai que c'est une succession d'étapes que tu franchis avec comme ligne d'horizon le partnership, mais qui dans ce type de structure arrive quand même assez tardivement. C'est un peu un chemin d'un parcours du combattant, mais en tout cas pour les jeunes grades, c'est assez normé. Tu fais tes objectifs, tu as tes feedbacks, tu fais tes heures. En fait, tu passes les steps les uns après les autres, et ça te permet aussi de grandir, d'ajouter un peu des briques à ta formation en gagnant en autonomie ou alors en commençant à manager des plus jeunes. Donc
moi, je le vois un peu comme un dernier cycle. Tu apprends en big ou en grosse structure ce que tu apprends nulle part ailleurs. C'est une rigueur organisationnelle qui est juste militaire. Enfin, c'est de gérer les lettres d'engagement, de gérer en fait aussi tout ce qui est propre au big, qui est la relation entre le cabinet d'audit et le cabinet d'avocat. En fait, tu n'as pas le droit de bosser pour des clients audit. Tu n'as même pas le droit de parler à des clients, d'envoyer des mails si tu n'as pas eu toutes les validations, que le client n'est pas target audit en Allemagne ou ailleurs. Donc, c'est issu des problématiques Enron, c'est ça, enfin, en tout cas ouais, de la sorte de Huxley. Et en fait, une fois que tu as gagné cette rigueur-là qui est juste ultime et que tu ne peux pas acquérir ailleurs que là-bas, ça te permet aussi de grandir. Et nous, on le voit avec Grégoire, enfin, on est un peu des psychopathes dans notre structure alors qu'on n'est que deux. Tu sais, dans le pack d'actionnaires, on a écrit ouais, tu ne prendras pas tant plus de congés que ça pendant la période estivale. Tu vois, dans nos vieux contrats, les mecs sont traumatisés. Et donc, non, ça nous apporte une rigueur parce que en fait, c'est aussi ce qui nous. Si ces boîtes-là l'appliquent, c'est qu'il y a des raisons et qu'en termes de structuration, enfin de pouvoir gérer sa relation client, de gérer le suivi de ses heures, c'est super important. Enfin, on t'apprend rien, mais c'est un peu ton fond de commerce. Ouais, c'est ultra important, c'est vrai, t'as raison. Et comment vient l'idée ou comment naît l'idée dans votre esprit de vouloir vous mettre à votre compte? Ça, c'est ma première question. Et la sous-jacente, c'est de vous mettre à votre compte ensemble. Alors, ça remonte quand on était au parcours salarié de l'EFB, on n'était pas ensemble, mais moi j'ai participé à un parcours qui était un parcours un peu tech au sein de l'EFB. J'ai développé un outil que je souhaitais commercialiser, un outil fiscal. Et donc, j'avais demandé à Fidal une clause me permettant de commercialiser à côté de mon activité salariée, parce que j'étais encore pas avocat, ce logiciel. Et quand on est arrivé chez KPMG avec Thomas, on s'est mis d'accord. Thomas allait venir dans la société et on allait en créer plutôt, au lieu de créer une legal tech, on allait plutôt en faire un cabinet d'avocats avec une activité accessoire commerciale ou technologique et développer notre clientèle personnelle à deux et le faire en même temps que la collaboration chez KPMG. Donc en fait, vous partez plutôt d'une solution technique que tu avais développée dans le cadre de l'EFB et vous vous dites, on ne va pas commercialiser cet outil au sens propre du terme, mais grâce à cet outil, on va construire un cabinet d'avocats dessus. Tout à fait. Et que la solution technique va nourrir notre besoin de faire du conseil, enfin de trouver des clients en conseil, et alternativement aussi, quand on fait du conseil, on peut vendre notre outil aux clients en leur présentant que c'est la solution technique qui leur permet d'appliquer nos conseils. Et donc on a créé le cabinet un peu avec cette dualité d'activité, et c'est toujours dans notre ADN de faire un côté conseil avocat classique et une partie qui est un peu tech, et on est un peu hybride, c'est-à-dire qu'on n'est ni une legal tech ni un cabinet d'avocats à l'ancienne. On a toujours envie d'être un peu à la limite parce qu'on pense que, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est le sens de l'histoire que la profession d'avocat aussi atteigne de la maturité niveau technologie. Et donc, on intègre un peu plus de process, un peu plus d'automatisation, un peu plus de technologie, d'IA et ce genre de choses dans notre pratique du quotidien. Moi, je partage à 100% votre point de vue, pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai toujours dit aux avocats qui cherchaient en plus de leur activité de monter une legal tech, que ce n'était pas possible d'être à la fois patron opérationnel d'un cabinet d'avocats et patron opérationnel d'une legal tech ou de quelconque solution qu'on allait vendre, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise où on a des patrons opérationnels dans plusieurs entreprises avec des entreprises qui réussissent. Et ça, c'était l'écueil de beaucoup d'avocats que j'ai pu voir, qui avaient des solutions techniques qui étaient plus ou moins bonnes, c'est même pas la question. Mais en réalité, on ne peut pas faire les deux à la fois. Soit on fout un patron, un autre avocat qui arrête son métier d'avocat, qui devient patron de la société, on recrute pour commercialiser, soit derrière, on fait ce que vous avez fait, et ce que je trouve le plus pertinent, c'est on crée des outils qui vont nous permettre à nous, dans notre pratique d'avocat, de gagner du temps, de monter en rentabilité et de mieux servir nos clients. Et donc, bravo. Ouais, merci. Nous, on est convaincus en fait que c'est le sens de l'histoire et que de toute façon, nous, on a la conviction que c'est à nous, en tant qu'avocats, de le faire. Parce que de toute façon, la nature ayant horreur du vide, si on ne le fait pas nous en tant qu'avocats, en fait, c'est des mecs en école de commerce, c'est des ingénieurs qui vont sortir les solutions parce que le besoin de digitalisation sur les professions juridiques et fiscales, il est juste considérable. Et donc nous, en fait, justement, de pouvoir avoir cette porte d'entrée du conseil et de booster un peu ce conseil avec ces solutions-là, quitte à, on ne sait pas ce qui se passera dans 5 ou 10 ans, à un jour peut-être isoler les deux, lever des fonds pour monter l'aspect tech, on ne se ferme aucune porte. Mais là, actuellement,
vraiment, ça nous semble cohérent et c'est un peu le retour des clients qu'on a également. Parce que le client, traditionnellement, qu'on assiste pour une mission de conseil, on va dire en fait, ça, comment vous le gérez, comment vous gérez la vérification de vos numéros de TVA avec vos contreparties européennes, en fait, on ne le fait pas. Ou ah non, on n'a pas la brique de SAP qui permet de le gérer. Nous, on dit en fait, ça, on peut le faire pour vous. Ça va vous permettre de gagner en confort, d'éviter qu'il y ait un comptable qui clique toute la matinée pour vérifier les numéros de TVA. C'est ce genre de tâches un peu répétitives et qui ont une très faible valeur ajoutée. Mais qui, à côté de ça, apporte énormément de sécurité juridique parce qu'en cas de contrôle, ça peut être assez violent. Et donc, nous, en fait, on est vraiment dans cette espèce d'implémentation de solutions techniques pour accompagner les entreprises sur ces aspects un peu techniques fiscales. Et l'avantage qu'on a, c'est que, pour le coup, je me tourne vers Grégoire parce que c'est lui le pro, mais il a l'aspect tech, donc on peut communiquer avec les équipes système, IT. Et ça, c'est énorme, mais bon, ça, je laisse Grégoire parce que c'est son truc. Parce qu'on a dit qu'on faisait que de la TVA, en réalité, on fait aussi les aspects un peu informatisés de la fiscalité, donc des aspects liés au paramétrage, l'archivage, à la facturation électronique, à des reportings un peu compliqués dans des formats un peu spécifiques des États entre eux, etc. Des sujets un peu très IT. Et en fait, d'avoir un peu cette double casquette, moi, je développe des solutions techniques, je code. Et en même temps, je parle le langage juridique, ça permet aussi de faire le pont entre deux mondes qui souvent ne se parlent pas dans les entreprises, qui est une direction informatique et le dirigeant ou le juriste d'entreprise, où l'un sort un beau mémo, mais incapable d'être appliqué par l'autre service. Donc nous, on essaye aussi de dire que c'est dans notre ADN d'intégrer les deux dans tout ce qu'on fait et de réfléchir à l'implémentation technique, puisque beaucoup de choses doivent être informatisées dans les entreprises. Et donc on réfléchit toujours à comment le faire, ou comment le faire nous-mêmes, ou comment aider les entreprises à le faire. Ok. Vous décidez du coup de monter un projet ensemble. Comment est-ce que vous allez commencer à développer votre activité et votre clientèle? Est-ce que chacun développe sa propre clientèle quand vous êtes encore chez KPMG? Ou est-ce que vous commencez déjà à développer ensemble? Alors en fait, déjà il faut savoir que chez KPMG, on a forcément des gros comptes, que ce soit des comptes français ou internationaux. Donc la clientèle perso qu'on peut se développer à côté, elle est quand même très différente de notre cœur de clientèle qu'on avait chez KPMG. Nous, le deal avec Grégoire, c'était d'isoler notre clientèle perso au sein de la structure et donc de facturer via cette structure-là, de dire en fait, si Grégoire a un prospect client ou si moi j'ai un prospect client, on le ramène via cette structure-là. Donc on a vraiment une logique vraiment d'association dès le début. Moi, j'ai jamais envoyé une facture perso, tu vois. Je pense que Grégoire non plus. Et ça a été, voilà. Après, les clients, ils arrivent soit parce qu'on fait des petits actes de prospection en contactant telle ou telle personne parce qu'on a identifié un sujet, ou alors on a quelqu'un qui nous renvoie un dossier. On a tous des copains qui bossent dans des boîtes qui nous disent en fait, j'ai cette problématique-là, est-ce que tu sais la traiter? Et nous, c'est vrai que surtout, comme on a une matière ultra spécifique, aussi des confrères qui viennent nous dire en fait, toi tu fais de la TVA, moi je fais du taxe, mais la TVA j'y peux rien, est-ce que tu peux gérer le dossier? Donc la clientèle, c'est chacun de son côté, on l'a mis dans la structure pour pouvoir développer comme ça et commencer un peu à allumer la petite flamèche qui a fait grandir la structure, quoi. Et comment vous vous dites que c'est le bon moment? À partir de quand vous décidez vraiment de, du coup, plus avoir une activité de clientèle personnelle au sein de KPMG, mais vraiment de vous dire, ok, en fait, c'est le bon moment, on y va, on pose notre plaque, et pourquoi? Je pense qu'on était arrivé à un moment où l'activité personnelle, elle commençait à prendre trop de temps aussi. C'était aussi dans l'intérêt de nos clients à ce qu'on puisse passer plus de temps, et aussi nous, on avait envie de voir jusqu'à combien on pouvait développer tout seul. C'est-à-dire qu'on arrivait à un moment où c'était difficile de faire une journée complète chez KPMG et de prendre un peu de temps pour faire nos dossiers clients, parce qu'on était arrivé à un moment où la journée, elle fait que 24 heures et on ne pouvait plus sortir du cadre. Donc là, on a dit il faut qu'on prenne nos responsabilités, et si ça se développe bien et qu'on arrive déjà à ces chiffres-là en ayant 2 activités, on s'est dit si on a plein temps, forcément on va arriver à faire mieux, et si on fait mieux, on arrivera à mieux en vivre, on arrivera à mieux développer, et puis surtout on avait une volonté, je sais pas, c'est pas d'indépendance, mais d'entreprendre, et pour entreprendre pleinement, il fallait qu'on soit indépendant, totalement, d'être libre de nos journées, de nos calendriers, et aussi de pouvoir aller peut-être faire des actions de communication qui étaient plus grosses que ce qu'on pouvait faire. C'était quand même difficile de concilier deux mondes. On était affiché quand même chez KPMG comme étant avocat chez KPMG pour une partie de la clientèle, et pour un autre monde, on était chez Cyplum Avocat. Donc il fallait un peu
vivre avec les deux. Et donc forcément, un jour, on a décidé, compte tenu du chiffre d'affaires, du développement de l'activité, de nos projets futurs, qu'il fallait qu'on pose tous les deux notre démission et qu'on s'en aille. Et comment vous l'avez préparé justement ce projet? C'est quoi les réflexions que vous avez eues? C'est quoi les grandes étapes que vous avez franchies ensemble? En fait, c'est vrai que par rapport à ce que dit Grégoire, il faut aussi avoir à l'esprit que la création d'un cabinet, c'est rarement une idée qui jaillit comme ça un beau matin. Il n'y a pas eu un plan machiavélique qui a conduit à la création, à l'éclosion de Cyclome Avocat. Et moi, je me souviens un jour, un moment où je passais des entretiens ailleurs, parce qu'il faut quand même avoir à la tête que historiquement, Grégoire a créé Cyclome pour héberger un outil, qu'ensuite on a commencé à héberger notre clientèle parce que on aimait bien travailler ensemble, c'est plus simple de travailler ensemble, ça nous semblait pertinent d'un point de vue client. Mais en fait, on avait l'idée de dire on va grandir dans des structures comme KPMG Avocat ou comme d'autres structures. Et en fait, dans le cadre de cette évolution, le fait d'avoir de la clientèle perso, ça sera valorisé à un moment. Et moi, je me souviens un jour où j'ai passé un entretien ailleurs parce qu'on n'avait pas encore la volonté de se mettre indépendant. Et durant l'entretien, la partenaire de l'autre cabinet me dit ouais, d'ailleurs, on a un outil qui vérifie automatiquement les numéros de TVA qu'on a développé en interne. Et je dis ok, c'est exactement le même outil que nous on a. Et je fais en fait, mec, t'as pas compris. En fait, à un moment, il va falloir prendre ton courage à deux mains. Et en fait, tu peux pas grandir dans la profession en ayant cette sorte de dualité, à la fois d'avoir ton activité perso qui est concurrente avec ton activité de collab. Et je me souviens, je suis rentré chez KPMG en disant Grégoire, j'ai passé un entretien déjà comme ça. Et je savais pas. Et je dis en fait, j'ai compris, en fait là, il faut qu'on se casse. On n'a plus le choix parce que si on veut grandir vraiment, on peut pas continuer de bricoler, etc., de se mettre des heures de dingue qu'on se met actuellement à la fois chez KP et à titre perso. Et donc, on a évolué comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit ok, maintenant, on va organiser notre départ, c'est-à-dire en faisant le job comme on continue de le faire chez KPMG, mais en réfléchissant un peu au seuil qu'on doit déclencher à titre perso pour partir sereinement, quoi. C'est pareil, on y revient, on est un peu des psychopathes de la préparation. Et nous, il y avait deux éléments, c'était le récurrent, enfin le récurrent, pas du vrai récurrent, mais le chiffre d'affaires qu'on arrivait à générer chaque mois sur notre activité annexe, et le matelas, la trésor qu'on avait accumulé, parce que tout ce qu'on a facturé au sein de Cyclome, on l'a laissé dans Cyclome, on n'a pas flambé à Ibiza avec. Et donc, on s'est dit, voilà, une fois qu'on atteint un montant de trésor suffisamment confortable pour pouvoir se dire, on part, parce qu'il faut garder à l'esprit qu'on n'a pas de chômage en tant que libéraux. Du coup, quand on démissionne le lendemain, si on ne bosse pas, c'est zéro. Donc, c'est assez radical. Et c'est vrai que ça, quand on veut, parce que un cabinet, ça reste une start-up, et comparé aux autres personnes qui montent des startups, eux, ils ont le chômage, l'accompagnement qui peut aller avec, et c'est totalement différent. Donc nous, on a dû se constituer ce chômage, et en plus en disant voilà, maintenant on est capable de générer X milliers de chiffres d'affaires par mois en side, on peut estimer qu'on va pouvoir se lancer sereinement et faire augmenter ce chiffre d'affaires-là. Alors, j'aimerais bien savoir, je sais que vous aimez bien parler des chiffres, et si c'est un problème, vous me le dites immédiatement et je ne vous redérangerai pas avec ça. Tu parles de deux indicateurs. Un, le niveau de trésorerie que vous aviez, ou plutôt le matelas que vous pouviez avoir pour vous constituer votre chômage. Deux, le niveau de chiffre d'affaires mensuel moyen qui revenait vers ce que vous avez. C'était quoi ces deux chiffres? Notre objectif, c'était de partir avec un niveau de rémunération qui était flat avec celui de KPMG à nous deux. Donc là, pas de notre variable. 6e année, ça fait à peu près 10 000 balles par mois. À deux, on était entre 16 et 17. Voilà, okay. À deux. Ça, c'était notre objectif. On est parti, on avait un peu moins en réalité. Mais après, on faisait quand même des journées complètes chez KPMG. Donc on s'est dit, mathématiquement, le jour où on a plus de temps, on va aussi chasser plus de clients, on va prendre plus de temps. Il va y avoir aussi un appel d'air que tous les confrères qui ont fait ça avant nous ont dit. Ils nous ont dit, le jour où on s'est installé, les dossiers arrivaient des fois un peu tout seuls les premiers mois et c'était assez agréable. En vrai, on l'a vécu. Donc on est parti en se disant, si on retire à peu près 30%, et aussi avec l'idée quel est en réalité le montant dont on a besoin pour vivre. Parce qu'avec toute la rétro qu'on avait, on n'avait pas forcément besoin de toute la rétrocession pour vivre à peu près normalement à Paris sans mettre en danger notre cadre de vie, notre famille, nos conjoints. Et également, on s'est dit, la trésorerie, c'est aussi le matelas pour venir essuyer peut-être le fait que si le chiffre d'affaires ne suit pas, on ira pomper dans cette trésorerie pour avoir le temps de se retourner. Et puis également, le chiffre d'affaires, si le cabinet il est bien constitué, on devrait l'atteindre. Donc, c'était notre poche pour nous dire,
Donc nous, on est parti à peu près avec 90 000, 100 000 euros de trésorerie de côté. On s'est dit que ça représentait largement plus de 6 mois chacun de rémunération. Il n'y avait pas de risque. C'était même, je pense, légèrement plus gourmand que ce que tu nous dirais de faire, mais beaucoup plus gourmand. Après, on a eu 6 mois de préavis chez KPMG. Le chiffre d'affaires a aussi fait qu'on a gardé de l'argent de côté, etc. Donc avec ces chiffres-là, au final, on s'est même rendu compte qu'on n'a jamais eu besoin d'aller piocher dans cette trésorerie, puisque l'activité, quand on a du temps, c'est aussi mathématique. Plus on a de temps, plus le chiffre d'affaires il accroît, et plus on a aussi pu aller chercher des clients différents, des clients avec des portefeuilles aussi potentiellement plus gros en termes d'accompagnement. Et donc vite, on s'est rendu compte qu'on avait fait quelque chose de très prudent, qui nous a beaucoup rassurés aussi, qui nous a... Ce qui est ultra important, vraiment. La psychologie par rapport à l'installation, c'est aussi être rassuré et pas être dans le dur. Ouais, non, mais clairement, parce que bon, l'installation, c'est quelque chose de vertigineux, mais l'installation à deux, en fait, c'est, je l'allais dire, encore pire qu'une vie de couple, tu vois. Enfin, quand tu es avec ta copine, les questions potentiellement les plus problématiques, c'est des questions d'argent. Quand tu es entre associés. De ménage. Pour ma part. Et en fait, avec Grégoire, on se connaît depuis longtemps, on est très proches, mais d'éviter à tout prix de se dire à la fin du mois, en fait, là, techniquement, on fait comment pour se payer, ou en fait, ça peut très vite devenir un point ultra irritant dans la relation de travail, de dire ah ouais, mais non, toi t'as fait ci, t'as fait ça, je mériterais d'avoir plus. Enfin, en fait, de mettre tout le cadre pécuniaire, d'enrobage qu'on a voulu mettre en place pour se dire bon, ok, maintenant quand on part, on est en mode ultra focus sur le taf, sur le dev, et on y va à fond. De toute façon, l'argent, ce sera la conséquence du taf qu'on va réaliser. Et dans l'hypothèse où on a un gap de rétro, et ben on pourra taper dans la trésor parce qu'on a prévu ça. Et ça vraiment, on le voit depuis, même si on se met des petits coups de presse parfois en disant purée, on aurait dû facturer plus. C'est quand même ultra confort dans la gestion quotidienne du cabinet, quoi. Et vous avez fait un business plan, ou en tout cas fixé des objectifs en disant voilà, à la fin de la première année, on veut être à 300 000, 500 000, 600 000 euros. Et ça, est-ce que vous l'aviez fait? Et deux, est-ce que vous aviez un petit peu listé la liste des choses que vous deviez faire? En bon consultant qu'on est, on a passé une roadmap. Vous avez fixé une roadmap pour atteindre ces objectifs ou pas? Alors on a testé pas mal de choses commercialement pour essayer d'atteindre des objectifs. On s'est fixé des objectifs. Là, on n'aura pas fait un exercice vraiment complet. On est parti de chez KPMG entre mai et juin, donc on peut considérer qu'on a 6 mois. Et dans 6 mois, il y a les mois d'été. Avec des événements qui font que forcément on a moins travaillé qu'à l'accoutumée. On s'était fixé entre 200 et 250 000 sur le cabinet. On devrait, je pense, probablement les atteindre en décembre, voire on devrait peut-être faire un peu plus si ça se passe bien, ce qui est largement au-dessus de nos espérances. Voilà. Nous, on se fixe des objectifs un petit peu d'action commerciale et d'autres opérations à mettre en place pour aller chercher des clients. Et on essaye, comme disait Thomas, on aime bien suivre ce qu'on fait. Donc, on se fixe des obligations post-LinkedIn, d'appels clients, on fait des webinaires, on écrit dans des revues et on essaye aussi regarder aussi est-ce que ça nous a... On a eu un retour d'investissement sur les éléments. On ne cherche pas forcément toujours la même chose sur tous les éléments. Je parlais d'articles. Les articles, on cherche à ce que des grands comptes ou d'autres comptes aient de la réassurance quand ils nous voient et qu'ils se disent bon, bah, ils écrivent toujours dans les revues où ils écrivaient chez KPMG. Donc, ça veut dire que techniquement, ils sont toujours respectés, en tout cas, par les comités scientifiques et autres. Et à côté, on fait du démarchage à des gens où on a identifié qu'ils avaient des besoins. Et ça, là, on va chercher de la clientèle. Donc ça, c'est la vraie chasse. Au démarchage, c'est un très vilain mot. On fait de la sollicitation personnalisée. Bien sûr. Mais faisons passer des vessies pour des lanternes. Ok, très clair. Et moi, je trouve que c'est super. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, c'est quoi le calendrier des premiers mois? Enfin, est-ce que vous avez un calendrier que vous avez mis en place? Par exemple, tu nous cites des actions commerciales que vous avez mis en place, le démarchage des clients, la rédaction d'articles, la mise en place de webinaires, etc., etc., etc. Est-ce que vous avez un calendrier en disant, bah voilà, en fait, Thomas, lundi, ce qu'il doit faire, c'est écrire un post LinkedIn sur tel sujet. Grégoire, lui, lundi, ce qu'il doit faire, c'est pouvoir contacter 3 personnes pour pouvoir écrire un papier dans une des revues pertinentes sur votre activité. Le mardi, on doit se fixer un webinaire et un thème de webinaire avec la liste des différentes personnes qu'on doit inviter et qui doivent être présentes. Est-ce que ça, vous le faites? On n'est pas à ce niveau de rigueur, à tort sûrement.
On est aussi un peu, comment dirais-je, dirigé par l'actualité. Enfin, typiquement, on a fait notre premier webinaire. On avait prévu de faire un webinaire, on avait prévu de faire un webinaire en septembre sur un sujet totalement différent. Enfin, comment optimiser ses chances d'obtenir un remboursement de crédit TVA. Webinaire qu'on fera sûrement d'ici la fin de l'année. Mais il s'est avéré que fin août, alors que tout le monde était un peu en vacances, l'administration a publié un BOFIP qui est super important sur les offres composites. Voilà. Et ça veut dire quoi? Tu peux juste vulgariser ce qu'est une offre composite? Une offre composite, en gros, c'est quand vous achetez votre paquet de céréales, parfois tu as le paquet de céréales et un petit jouet à côté. Ok. Et ben ça, en fait, c'est vendu comme un tout unique. Tu n'as pas deux factures avec le paquet de céréales et le petit jouet. Sauf que en TVA, ça peut devenir ultra complexe parce que le paquet de céréales, c'est de l'alimentaire. Et le Happy Meal alors? Et ben le Happy Meal, c'est pareil. C'est pareil. Très bon réflexe. Très gros sujet, le Happy Meal. C'est incroyable. Je me souviens quand j'étais petit, j'achetais non pas les céréales par rapport aux céréales, mais je regardais quels étaient les petits jouets qu'il y avait à l'intérieur et je me souviens que j'avais eu Tony Hawk Pro Skater 3 en jeu PC grâce à ça. Et du coup, j'avais screené ma mère pour qu'elle puisse m'offrir ce paquet de céréales. Incroyable. C'est exactement ça. C'est horrible pour les sociétés ce que tu viens de dire parce que justement, tu as une différence de taux de TVA entre l'alimentaire et 10 points et 20 points, c'est ça? 5,5 et 5,5 pardon. 5,5 selon comment tu le vends, si c'est à consommer sur place, à importer, etc. Enfin, importer, consommation immédiate ou pas. Mais bref, oui, c'est un taux réduit, 5,5 ou 10%, alors que le jouet il va être vendu à 20. Et donc, quand tu vends le tout ensemble, c'est le taux normalement du principal qui est appliqué. 5,5. Donc, le taux de 5,5. Donc, en fait, c'est plus intéressant de rattacher le jouet au taux alimentaire plutôt que l'inverse. Les mecs sont malins, ils ont réussi à faire 15 points de marge sur de la TVA vendue en B2C. Et donc le problème c'est comment, ça nous fait rire ce que tu dis, parce que comment justement tu détermines quel est le taux applicable. Est-ce que les personnes achètent davantage l'alimentaire ou le petit jouet? Tu viens de nous dire que quand tu vas au McDo, tu achètes principalement la Happy Meal pour le jouet, ce qui n'est pas du tout une bonne chose, parce que c'est le taux de 20 qui devrait s'appliquer, non le taux de 10. Donc, et voilà, donc on a fait un webinaire sur ce sujet-là. Un webinaire où on a eu un bon succès. Enfin, on était très contents du webinaire parce qu'on a eu 70 personnes inscrites. On a eu quasiment 40 personnes qui sont connectées pendant le webinaire avec des propositions de mission derrière. Et donc, en fait, typiquement sur le fait de dire on va faire un webinaire, ok, mais on a aussi saisi l'opportunité de l'actualité. On a, pendant que les gens étaient encore en vacances, on a envoyé les BOFIP aux différents contacts qu'on avait en disant hello, en fait, vous savez, il y a un BOFIP qui vient d'être publié. Le voici. D'ailleurs, on organise un webinaire. C'est ce type d'action qui nous ont permis d'organiser ce premier webinaire. Et puis ensuite, le webinaire, on va en organiser d'autres sur ce que tu disais tout à l'heure, l'organisation un peu rythmée de la semaine. On a des objectifs en termes de post LinkedIn parce que LinkedIn, c'est quand même notre principal canal de visibilité parce que ça nous permet soit de faire de la veille juridique parce que c'est quand même, LinkedIn est devenu pour les professions juridiques quand même le réseau social de référence. Ça permet à nos confrères qui sont nos principaux prescripteurs de nous dire ah ouais, en fait ces personnes-là ils sont à jour, ils font de la technique, ils sont ok. Et autrement on n'a pas encore cette rigueur de dire on va faire un article tous les lundis, mais on essaye de tendre vers ça, quoi. C'est vrai que là on a encore des chantiers qui sont assez importants, finir le site internet notamment, qui vont nous permettre une fois qu'on aura géré tout l'administratif, avant il y avait le déménagement qui nous a pris aussi un peu de temps, le changement de barreau, etc. Ça, une fois qu'on aura exclu toutes ces questions administratives, on pourra vraiment se concentrer sur l'opérationnel et dire voilà, toutes les semaines on fait ça pour être ultra rigoureux et pouvoir aussi quantifier les répercussions que ça va avoir sur notre activité, quoi. Mais c'est super intéressant, franchement. Enfin, c'est vraiment ultra cadré, ultra rigoureux. Et je vous le dis sans vous saucer, même si je vais le faire, mais c'est pas l'objectif. Vous avez un niveau de maturité business qui est bien supérieur à beaucoup de partenaires que je peux voir par rapport à la réflexion et la rationalisation de votre activité. Et ça me permet un passage par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Grégoire. Tu nous disais que tu regardais le retour sur investissement de ce que tu peux avoir. Par exemple, quand on se prend ce webinaire qui va me passionner, d'ailleurs, j'arrive à voir ce que tu dis sur les offres composites. Ce webinaire sur les offres composites, est-ce que vous allez jusqu'à mesurer le temps que vous passez à la technique et à la réalisation du webinaire, plus le temps que vous passez derrière à recontacter les gens et le nombre de rendez-vous que vous allez avoir,
que vous mettez finalement en face du chiffre d'affaires ou du nombre de clients que vous avez récupéré derrière. Et est-ce que tu es capable de dire, en fait, ce webinaire qui m'a coûté fictivement, parce que en fait, c'est votre temps, 2500 €, en réalité, il m'a rapporté 25 000 et tout le reste que je ne vois pas, c'est-à-dire les gens qui ont regardé, qui en ont entendu parler, etc., mais qu'aujourd'hui, je n'identifie pas. Est-ce que ça, vous le faites ou vous tendez vers ça ou pas? On tend vers ça. On sait à peu près quel temps on a pris pour faire ce webinaire. Alors, le temps technique, par exemple, de préparation du webinaire, on l'a réexploité parce qu'on a écrit un article dans une revue spécialisée. Donc, déjà, on a fait double emploi dans le sens où on a fait de la réassurance et en même temps, on a fait du commercial avec le webinaire. Et après, comme on a recontacté les gens, on a aussi pu du coup savoir quels sont les nouveaux clients qu'on a fait rentrer dans notre base de clientèle, dont des clients qu'on n'aurait pas touchés sans ce webinaire. Comme le disait Thomas, on ne travaille pas forcément sur la même typologie de clients que ceux qu'on avait chez KPMG. Et là, dans ce webinaire, on est tombé plutôt sur des grands comptes qui vont rarement vers des cabinets d'indépendants. Et là, ça nous a donné l'opportunité de se présenter à des comptes qu'on ne chassait pas ou qu'on n'allait pas, qui n'étaient pas dans nos objectifs traditionnels. Donc là, on vend des missions sur d'autres sujets aussi, et puis ils sont intéressés aussi à la façon dont on gère la matière qui est un peu différente. Ils ont toujours été, comme on a un cabinet très niche et qu'on fait que de la TVA, ils en ont peu en tant qu'indépendants. Ils ont toujours été plutôt biberonnés aux big, si on peut dire, à CMS ou à d'autres, mais peu à des petits cabinets, et donc ils étaient plutôt intéressés. Donc ça nous a permis aussi, même pas forcément sur le sujet du webinaire en lui-même, mais de vendre des missions qui sont périphériques. Et donc on sait à peu près combien on a vendu. Je pense qu'on aura vraiment un avis sur le retour sur investissement dans un mois et demi, parce qu'en fait, le temps qu'on signe les missions, qu'on les réalise, et puis aussi, il y aura forcément de la vente additionnelle sur ces missions-là, on saura à peu près, en tout cas, on sait dans notre base client quels sont les clients qui sont nés du webinar. Ouais. Et je pense que dans un an, on pourra dire, ce webinar, il a généré X milliers de chiffre d'affaires sur telle personne. Voilà. Là, c'est dans nos KPI de dire, voilà, à chaque fin de mois, on identifie le nombre de nouveaux clients qu'on a générés, le montant de la facturation évidemment qu'on a réalisé. C'est des éléments qu'on suit, donc en fait on arrive directement à les rattacher parce qu'on arrive à sourcer aussi nos clients. Typiquement aussi la question des publications sur LinkedIn ou sur les revues, les personnes qui nous viennent via LinkedIn ou de nulle part, on arrive aussi à les rattacher par rapport à toutes ces actions de communication qu'on peut réaliser. Donc on est assez rigoureux sur cet aspect-là. En plus, pour revenir par rapport à ce que disait Grégoire, en fait on charge nos temps, on suit nos temps, donc on est capable de façon assez fine de dire on a passé 10, 12, 15 heures sur la préparation de ce webinaire. En fait, voilà, en termes de rentabilité du webinaire, si on est vraiment très terre à terre, ça nous a généré ça, quoi. Ce qui est super intéressant, ce que tu dis, parce que déjà les avocats qui suivent leur temps ne sont pas non plus tous les avocats, mais les avocats qui rentrent des temps qui ne sont pas des temps facturables ou des temps potentiellement facturés aux clients, il n'y en a quand même pas beaucoup. Par exemple, pour la préparation d'un event, pour de la recherche qu'ils vont pouvoir faire, pour de la mise à jour de doc, des fois ça rentre pas. Et je trouve que c'est une énorme connerie de ne pas les rentrer, parce qu'en réalité, derrière, ce qui est important, c'est de pouvoir voir la rentabilité et des actions qu'on va pouvoir mettre en place. Surtout, nous, on a comme principe, on fait que du forfait, donc on fait pas de taux horaire, enfin, à part rarement sur contrôle fiscal ou ce genre de choses, des missions où on ne peut pas quantifier le travail et la valeur qui va être apportée par notre assistance. En faisant du forfait, on est un petit peu quand même obligé de savoir si, quand on a vendu 3 000 €, est-ce qu'on a été rentable ou pas. C'est quand même très subjectif si on ne rentre pas nos temps de savoir si on a bien vendu, on a vendu au bon prix. Des fois, on vend par rapport à la valeur perçue par le client ou parce que ça va lui rapporter. Mais des fois aussi, dans la tête des directions juridiques ou fiscales qui sont en face de nous, ils achètent un petit peu du temps. Donc aussi, on essaye de pricer et de s'adapter. Et des fois, il faut aussi dire, on a sous-vendu notre mission. Ça nous arrive. Des fois, on mord notre chapeau en disant, on pensait faire un super bon coup. Et en réalité, le dossier, il nous a pris tellement de temps. Dessus. Et c'est aussi le jeu du forfait. On a perdu des fois on a gagné. Et aussi pour voir quelles sont les poches d'assistance qui nous rapportent le plus, qui sont plus rentables et pour lesquelles le client n'a pas trouvé que le prix était déraisonnable par rapport à la qualité du service qu'on lui a donné. Il faut qu'on ait forcément un retour sur ce qu'on a fait. Et si on n'a pas de temps, c'est notre subjectivité qui l'emporte. Et on a limite envie de prendre que des dossiers qui sont techniques et intéressants, mais qui ne sont pas forcément les plus rémunérateurs. Donc ce que vous me dites, c'est ce que je trouve ultra intéressant, c'est qu'en réalité, vous fonctionnez à l'heure actuelle de façon itérative. À chaque fin de dossier, vous êtes en capacité d'évaluer le temps que ça vous a pris pour voir si vous étiez plutôt plus ou moins juste par rapport à ce que vous avez facturé. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que ça vous permet d'apprendre pour la suite, pour que derrière, vous puissiez dire, mais en fait, voilà, ce dossier de TVA
en tout cas un équivalent sur le dossier composite, des offres composites, pardon, on en a déjà traité 10. On a vu qu'en moyenne, par rapport à tel type de dossier, ça nous prenait, je vais raconter une bêtise, 50 heures. Il faut que le prix qui soit fixé ne descende pas en dessous de tel montant. Est-ce que c'est la manière dont vous fonctionnez ? Ouais, c'est un peu ça. En fait, nous, on est vraiment... on a essayé de se tordre un peu la tête et de casser les préjugés ou les principes autour du temps passé, de l'heure. Nous, avec Grégoire, c'est comme ça qu'on fonctionnait chez KPMG. Enfin, on a été aussi évalué par rapport au nombre d'heures chargées. Les clients étaient facturés aussi par rapport à ça. Nous, on considère que dans ce qu'on veut mettre en place dans le cabinet, c'est les heures passées sont uniquement un indicateur de suivi du cabinet. Mais ça ne doit pas être l'élément principal pour gérer soit la rémunération des associés ou des futurs collaborateurs, soit la facturation du client. Enfin, exemple, ce que tu dis parle de lui-même. Si tu vends 5 fois le même dossier à 5 clients différents, il n'y a aucune raison que le 5e client il paye 3 fois ou 4 fois moins que le premier client. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que tu vends des offres packagées, enfin, tu vends ta consultation, l'amortissement que tu réalises toi en interne par rapport à ton expérience, parce qu'en plus on est hyper expert, pour pas dire spécialisé, dans notre domaine. Donc en fait, on arrive à collecter de la donnée, enfin collecter de la connaissance par rapport à ça. En fait, il faut aussi rester rationnel par rapport au marché en disant bah oui, on a vendu cette mission-là à X 1000, la mission elle vaut X 1000 en tant que telle, parce que la valeur de cette mission-là, c'est ça. Et évidemment, et je veux dire, heureusement qu'au bout de la 5e mission, on met nettement moins de temps que la première fois. Alors peut-être que la première fois, on va prendre une paume parce qu'on aura vendu 1000 €, quelque chose qui nous aura coûté 2000, mais c'est aussi parce qu'on a en tête de dire on va la vendre 10 fois et que la 10e fois, en fait, ça nous coûtera 300 et on l'aura vendu quand même 1000. Et en fait, c'est justement la force du suivi des heures que de dire, en fait, sur cette offre, dans mon activité, j'ai ce produit qui nous permet d'être rentable, très rentable, pas rentable, et je gère par rapport à ça. Mais ça nous paraît totalement délirant de dire, en appliquant le temps passé, le premier client, il aurait dû payer 5000 et le dernier, il aurait dû payer 500, tu vois. Alors que tu es plus fort à la 5e fois. Alors que tu es bien plus fort, donc en termes de, même pour le client, en termes de valeur perçue, ça n'a pas de sens, quoi. C'est une injustice pour le premier, soyons clairs. Clairement. Qu'on parle franchement, je suis d'accord avec tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, sauf un truc que tu as dit, Grégoire. Je comprends pas pourquoi sur les contrôles fiscaux vous fonctionnez au temps passé, alors qu'en réalité, c'est là où on voit le mieux la valeur d'un avocat, et notamment d'un avocat fiscaliste. Alors, on fait du temps passé sur la première partie qui est celle où on gère la relation avec l'administration, où il y a du partage de documents, des discussions informelles, etc., où on ne sait pas vraiment quantifier notre valeur. Par contre, dès qu'on arrive dans l'écriture juridique, au moment de la proposition de rectification, pour ceux qui sont fiscalistes, là, on passe forcément à du budget fixe, déjà pour que le client il ait une idée de quel est son enjeu côté avocat et quel est son enjeu côté administration, et qu'il puisse se dire faut qu'il y ait une limite. Le moins pire des deux, quoi. Voilà, il faut être clair, on ne fait pas appel à un avocat fiscaliste en TVA pour un redressement à 500 €. Donc aussi, il faut qu'il mette en face son prix, son forfait, etc. Donc je parlais plutôt d'un accompagnement où on ne peut pas quantifier le temps que ça va nous prendre aussi nous, mais forcément à partir du moment où on sait quelle est la démarche qu'on va faire, là on revient on essaye de phaser quoi qu'il arrive en disant voilà, telle phase du contrôle fiscal ça va être temps, et c'est vrai qu'on essaye de le faire le plus possible. La mission dans laquelle on a le plus de mal c'est le contrôle fiscal parce que c'est aléatoire par définition, et aussi il faut qu'on arrive à s'y retrouver, mais sinon on essaye de le faire, quoi. Et il n'y a pas de, je réfléchis à haute voix, et d'ailleurs on en a pas parlé avant, mais il n'y a pas de possibilité de mettre en place un forfait qui irait jusqu'à la proposition de transac ou jusqu'à la proposition de rectification en disant c'est X, je sais pas, 2000, 3000, 4000, 5000, et derrière c'est X% de l'économie totale réalisée. Alors ça nous arrive, on fait du success fee, enfin ce que nous on appelle du success fee avec certains de nos clients, mais ça dépend aussi de la typologie de client, et puis aussi on donne le choix au client, c'est-à-dire qu'on lui dit on peut vous faire un forfait. Le forfait, c'est sûr qu'il sera moins cher que le montant avec le success fee, mais le success fee, on joue aussi une part de un peu business partner. On engage un peu notre responsabilité, pas vraiment notre responsabilité juridique, mais notre responsabilité économique, en disant si ça marche pas, on vous dit en fait, on pense qu'il y a 75% de chances qu'on y arrive. Et jouez avec nous, on va prendre 5% ou 10% du montant du redressement, et ça sera l'économie, elle est tangible et vous nous la donnerez. Voilà.
Vous mettez en place finalement ce qu'on appelle en contrat commerciaux un mandat d'intérêt commun. Tout à fait. Entre vous et votre C'est client. ça, c'est ça. Et en fait, souvent, nous, on essaie d'être très transparent sur les honoraires également, et on peut offrir le choix au client, ce que disait Grégoire, parce que il faut savoir que la volonté du client, déjà la détermination des honoraires, c'est quelque chose qui est très dur et qui dépend de plein de facteurs, même si on essaie de la rationaliser le plus possible. Il faut savoir que un client, il va être peut-être beaucoup plus susceptible d'accepter un montant forfaitaire parce que ce sera lisible, ce sera cadré, il n'y aura pas de sujet. Il va pouvoir envoyer la demande de bon de commande à son service achat, qui ne lui prendra pas la tête. Il aura son budget qui sera provisionné pour l'année et ça sera fini. Alors qu'un autre client qui sera peut-être plus risk on dira ok, je préfère payer moins cher tout de suite parce que ça se trouve j'ai peut-être la ligne budgétaire qui est moins forte en 2023 et puis on verra sur le succès ce qui arrivera l'année prochaine ou dans 2 ans. Et là, on partagera les gains et in fine, ça me coûtera plus cher, mais finalement, je m'y retrouve parce que dans ma gestion de personnel en tant que client, c'est mon intérêt, quoi. Et puis en plus, il aura pu provisionner la proposition de rectification qu'il y aura à hauteur de 200 000 euros, et quand il les récupérera l'année prochaine et qu'il devra payer vos honoraires, finalement, il l'enlèvera. Ouais, et du coup, comptablement, ce sera plutôt flat. Exactement. Ok, très clair. Comment ça s'est passé l'installation depuis le départ là, vous êtes tout jeune installé, ça fait 4 mois si mes calculs sont bons. Qu'est-ce qu'on fait comme premier bilan? Alors bien sûr c'est un petit bilan parce que sur les mois je crois qu'en plus vous avez eu de beaux événements à titre personnel. En plus il y a le mois de juillet et le mois d'août qui sont quand même pas les mois les plus incroyables de l'histoire de l'humanité. Vous êtes en train de changer de barreau, vous l'avez déjà fait. Vous avez aussi des problèmes comme tout le monde, hein, de PQ à gérer, de café, des trucs comme ça. C'est quoi le premier bilan sur les 4 premiers mois? Je vais commencer. On peut dire que c'est grisant d'être indépendant, mais c'est aussi plein de responsabilités. C'est-à-dire que quand on était collaborateur, on avait aussi un peu ce confort. On aurait pu dire si on avait continué chez KPMG, c'était un confort qu'on aurait pu avoir et aussi, c'est sûr, moins de risques. Mais là, on a aussi une liberté qu'on n'a pas chez KPMG. On peut se lever le matin, on fait ce qu'on souhaite faire, on développe ce qu'on souhaite faire. On prend, si on a envie de passer une journée à développer un outil informatique, on peut le faire. Si on a envie de passer une journée à aller chasser du client, on peut le faire. Donc ça, c'est très agréable, honnêtement. Et aussi, on est face un petit peu au champ des possibles, c'est-à-dire que les opportunités sont très très larges. Donc honnêtement, c'est aussi ça qui est assez grisant. Et après, la vie d'avocat indépendant, moi, je la trouve assez intéressante. On fait pas mal de choses, on fait des dossiers. Beaucoup nous avaient dit, vous allez voir, quand vous allez sortir de ces grands cabinets, vous allez traiter des dossiers qui sont peu intéressants techniquement. En réalité, on n'a pas la même typologie de clientèle, donc peut-être qu'on ne parle pas des enjeux à plusieurs milliards pour nos dossiers, mais on parle aussi d'enjeux qui sont plus importants pour nos clients, parce qu'un petit entrepreneur, 1 million pour lui, c'est pas les 1 million pour Total. Et donc forcément, on a aussi un rôle qui est beaucoup plus fort. On participe des fois à des décisions au niveau des boards d'entreprise, ce qui, pour un avocat chez Total, me paraît un peu difficile bien souvent. Donc c'est aussi une façon de réapprendre aussi la relation client. On a plus de poids sur nos clients. Non, pour faire un peu le retour des premiers mois d'installation, déjà on a la chance d'être domicilié chez des amis et confrères de 186 avocats qui nous sous-louent des bureaux. On embrasse. On embrasse Geoffroy. On a voulu être assez frugaux sur les dépenses. Il faut savoir que nous, on fait exclusivement du B2B, qu'on n'accueille pas de clientèle ou exceptionnellement. Donc on n'a pas besoin d'avoir des moulures au plafond pour épater la galerie. On n'a pas besoin d'avoir des grands locaux. Donc certes, on a une adresse dans le 8e parce que c'est encore un peu le truc. Et puis bon, accessoirement, c'est à 5 minutes à pied de chez moi, donc ça va bien. Non, blague à part, donc on a une domiciliation, on sous-loue ces bureaux-là. Ça nous permet d'avoir un lieu de vie avec Grégoire où on peut travailler ensemble, se retrouver, mais sans cramer trop de cash sur les locaux, qui est quand même un des coûts principaux des cabinets d'avocats après les rémunérations. Et donc nous on est content par rapport à ce qu'on s'était fixé, aussi bien en termes de, parce que déjà, juste pour revenir sur la domiciliation, ça nous offre beaucoup de flexibilité. C'est pas aussi flexible qu'un WeWork, mais ça coûte quand même moins cher qu'un WeWork. Et ça nous offre de la flexibilité, c'est-à-dire que typiquement on n'a pas à se poser la question du liquide vaisselle ou de savoir comment va falloir payer l'électricité. Ça, c'est géré par la structure. C'est beaucoup de confort, comme ça nous on peut se concentrer vraiment sur l'opérationnel, sur le travail.
Sur le développement plus largement, ça se passe bien, on est content. On a une bonne traction ces premiers mois. Ce qu'on avait anticipé avec Grégoire, notamment sur les premiers mois, juin, juillet, ça a complètement dépassé nos espérances, donc on est très satisfait. Et là, on entre dans une deuxième phase, j'ai envie de dire, depuis septembre, où on arrive à avoir des relations avec des clients grands comptes, clients qu'on n'avait pas du tout spotés. Et ça, c'est vraiment une chance. Enfin, on est super content. C'est vrai que ça nous est arrivé de dire avec des clients CAC 40, en fait, limite, on est désolé, mais vous n'êtes pas du tout notre cible de clientèle. Parce que... non, mais en fait, on échangeait avec eux à la suite du webinaire et on disait, mais en fait, on sait comment ça fonctionne. On sait que quand on est un grand nom du CAC, en fait, on a besoin aussi d'avoir la signature pour certains projets, pour certaines missions, aussi d'un grand cabinet d'avocats. Et ça, on le comprend parfaitement, et c'est pour ça que dans notre BP, on n'avait pas ciblé ces clients-là comme prioritaires. On était ultra agréablement surpris des retours qu'on a eus, qui étaient de dire, en fait non, il n'y a pas que ces grands noms. Nous, on fait aussi appel à des petits cabinets. D'ailleurs, on serait ravis de vous tester sur telle mission. Ok, quand on a besoin d'avoir de la force de frappe pour un jumbo deal ou pour je sais pas quoi, d'avoir un gros nom, on peut pas en termes d'assurance, de responsabilité, faire appel à vous, juste de force de frappe. Tu peux pas déployer une marketplace dans 20 pays européens, quoi. Pardon Si, on peut le faire. Mais non, voilà, vous avez besoin de conseils locaux, mais sinon pour plein d'autres missions, ils sont capables de faire appel à nous, et ça, on est ultra satisfait de ces premiers tours, quoi. Si vous deviez me donner chacun, je vais parler longtemps pour vous laisser réfléchir, un nom de client avec lequel vous aimeriez travailler, soit parce que c'est des problématiques fiscales et notamment de TVA qui sont ultra intéressantes et extrêmement changeantes, soit parce que c'est une entreprise que vous aimez, ça serait qui ? Sans faire de peine à n'importe qui, tous les clients qui écoutent ça. Alors, il faut qu'on exclue les anciens clients pour lesquels on travaille. Désolé, si vous voulez pas répondre, on répond pas. C'est pas grave, je passe à la prochaine. Moi, j'ai une grosse appétence pour le secteur de la tech, donc un peu largement, si je pouvais travailler pour des grands noms de la tech sur des sujets marketplace ou autres, je pense que c'est des choses qui m'intéresseraient. Donc, les plus grandes marketplaces en France, ça me ferait plaisir. À l'international, qui exploitent leur activité en France, ça me ferait très plaisir. Donc, que ce soit Amazon, d'autres Le Bon Coin, d'autres marketplaces comme ça, effectivement, c'est des comptes qui me feraient plaisir. Mais parce que j'ai un attachement à leur secteur d'activité. Okay. C'est plutôt une appétence personnelle. Ouais, non, mais c'est aussi le type de client qu'on a l'habitude d'accompagner, qu'on développe aussi avec Grégoire, les clients de la tech en général. Et pour le coup, là, on a développé des connaissances assez poussées sur typiquement une nouvelle réforme d'Access, qui permet qui oblige les plateformes à faire un reporting pour les différentes activités réalisées par les utilisateurs des plateformes, par les clients. Et ça, ça fait partie des compétences qu'on a développées et pour lesquelles on a une vraie valeur ajoutée sur le marché parce que il y a peu d'acteurs qui peuvent proposer ce type de service. Et donc, c'est vrai qu'en termes d'avoir un cabinet indépendant qui est réactif et qui peut se positionner sur ce type de mission, c'est assez rare. Et donc là, on peut aussi montrer un peu les muscles face aux grosses boutiques en disant en fait, nous aussi on sait le faire et on pense qu'on le fait aussi bien qu'eux, quoi. Très clair. Ça fait quasiment 1 heure que je suis en train de vous cuisiner, vous faites ça d'ailleurs très très bien et je suis super content. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite ? Je pense un développement qui continue de bien se passer. Il y aura forcément débat, il y aura forcément d'autres moments de joie et de rebondissement de chiffre d'affaires. Si tu peux nous souhaiter quelque chose, c'est que nos premières embauches se passent bien, de grossir nos locaux, de pouvoir augmenter notre traction commerciale. Je pense que tout ce que tu peux nous souhaiter, honnêtement, on est très heureux dans le cabinet comme il est en train de grossir et nous, on a envie de continuer cette démarche de faire développer le cabinet d'avocats, d'avoir toujours un peu des aspects tech, de pouvoir embaucher aussi des techs. On n'a pas parlé, mais nous aussi, dans les profils futurs qu'on va recruter, on va recruter des gens qui font que de la tech. Ce qui ne sont pas des profils qui sont toujours dans les cabinets d'avocats, mais il y aura des développeurs chez nous, c'est obligatoire. Un jour, il faudra que j'arrête de développer ou qu'on arrête de faire passer par des freelances. Donc forcément, si tu peux nous souhaiter quelque chose, c'est de réussir ce projet un peu fou d'avoir un cabinet hybride. Ouais, et puis bon, c'est pas pour la note pour faire les violons, mais je dirais de respecter nos valeurs, tu vois. Et ça, il y a des clients parce qu'on est pétri de bonnes intentions, de process, de qualité du livrable, de disponibilité vis-à-vis de nos clients. On a des grosses ambitions pour vraiment nous placer en tant que business partner de nos clients et
il y a certains clients qui nous ont dit un peu sur le ton de la rigolade, oui, enfin, on espère que ça sera encore comme ça dans 5 ans. Et c'est vrai que parfois, quand tu veux, quand tu as de fortes ambitions, que tu veux croître, de maintenir tout le temps la rigueur que tu t'es imposée les premiers jours pour maintenir la qualité de service, la disponibilité vis-à-vis de tes clients, ça, on se mettra des claques avec Grégoire s'il faut pour essayer de se respecter. Mais en fait, vraiment, ce qu'on veut, c'est que toujours être fier de ce qu'on fait et que nos clients soient fiers de leur avocat, quoi. Ça, c'est peut-être le mot de la fin, que nos clients continuent d'être fiers de nous, quoi. Ok, trop cool. Écoutez, c'est tous les deux ce que je vous souhaite. Franchement, merci pour l'échange. Si vous avez écouté quelques-uns des podcasts, vous savez que il y a quand même peu de gens qui ont créé leur cabinet d'avocats qui viennent ici. Et je suis ravi que ce soit vous parce que moi, j'ai déjà appris plein de choses sur ce que vous faisiez, même si j'en savais déjà beaucoup. Mais en tout cas, sur vos réflexions, la façon dont vous avez fonctionné. Et franchement, je trouve que c'est très structuré. Donc, bravo à vous et ce que vous souhaitez, je vous le souhaite. Merci Valentin. Bonne journée à vous. Bonne journée.